RCN. Le son de la différence. Midi 30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Bonjour à tous, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue dans votre émission préférée, le micro déconfiné. La justice. Nul doute qu'après avoir prononcé ce mot, certains d'entre vous auront en tête les images d'une cour, de personnes avec de grandes robes noires, s'agitant, argumentant pour défendre, attaquer ou même proclamer une sentence. Au-delà de ce simulacre, de ce grand théâtre chevillé à notre doxa, que reste-t-il de l'idéal? Que reste-t-il de l'imperceptible, de cet impalpable qui est mu par la volonté de trouver un sens à nos vies? Si la justice est une bataille, moi, elle me fait penser à un match de boxe. Et sur le ring de la raison, existe-t-il plus grande violence que celle du combat entre idéal et présent? Jean-Paul Sartre disait, je cite, « La violence se donne toujours pour une contre-violence, c'est-à-dire pour une riposte à la violence de l'autre. » Denis, quelles sont les origines de la violence aujourd'hui dans notre société? Bonjour, merci de m'inviter. Je trouve que c'est bien de commencer une émission sur la non-violence par parler des origines de la violence. Et surtout de la justice, parce que la justice, ça me concerne. Moi, j'ai travaillé au ministère de la Justice dans la prise en charge de jeunes qui étaient violents parce qu'ils avaient peut-être pas d'autres moyens d'expression ou qu'ils n'avaient pas trouvé d'autres solutions. Et du coup, ils faisaient des dégâts sur eux-mêmes et sur les autres. Donc, les sources de la violence, elles sont multiples. D'abord, il y a celles auxquelles on pense, qui sont les sources de la violence interindividuelle, les violences familiales par exemple, les violences intrafamiliales entre hommes et femmes. Voilà, mais il y a aussi ce qu'on appelle nous des violences institutionnelles, des violences qui sont moins visibles, par exemple les violences de l'arrogance de ceux qui ont de l'argent, la violence des décisions politiques non démocratiques, la violence des multinationales qui s'arrogent le droit de faire des lois, même des fois contre la volonté des États. Voilà. Et puis la violence, par exemple, de l'évasion fiscale. On a besoin des impôts pour qu'un État répartisse la richesse, qu'il y ait moins d'injustice sociale ou qu'il y ait une prise en charge des plus précaires et des plus pauvres. Et c'est les plus riches qui veulent échapper à cette solidarité. Donc ça, c'est une violence aussi. Alors, je rappelle que vous êtes Denis Crolotte, donc responsable Nancy du MAN, donc le mouvement pour une alternative non violente. Je vous laisse présenter le MAN. Le mouvement pour une alternative non violente, c'est justement un mouvement qui réfléchit à toutes les formes de violence et essaye d'y trouver des alternatives. J'ai parlé des violences structurelles. Je crois que le mot alternative non violente vient déjà au départ de ça. C'est-à-dire que nous ne supportons pas le capitalisme dans sa version financiarisée, dans sa version prédatrice, prédateur aussi bien des corps que des espaces naturels, que des ressources naturelles. Et donc, on cherche une alternative à cette violence-là. Mais on cherche aussi une alternative à la violence, j'allais dire, de tous les jours. La violence des gens quand ils trouvent pas d'autres solutions pour s'exprimer. Et donc, le mouvement pour une alternative non violente, c'est à la fois un mouvement, on va dire, politique, qui a une option pour une société plus juste, plus durable, et plus équilibrée dans les rapports entre les gens. C'est un mouvement qui est aussi un mouvement d'éducation, à la fois d'éducation vis-à-vis des adultes, donc dans le cadre de l'éducation populaire, sur la réflexion à ce que c'est la violence et aux alternatives non violentes qu'on peut lui opposer. Et puis, c'est un mouvement qui est aussi un mouvement de formation par rapport à l'éducation vis-à-vis des enfants. Et par exemple, on est assez connu pour pratiquer et former aux jeux coopératifs. Les jeux coopératifs, c'est des jeux où soit on gagne tous, soit on perd tous. Et donc, on apprend la solidarité dans les jeux coopératifs. Et donc, sur Nancy, depuis longtemps maintenant, plusieurs dizaines d'années,
Nous formons des éducateurs, des gens qui travaillent dans le social, dans l'éducation, à la résolution non violente des conflits dans le cadre de relations éducatives avec des enfants, et puis aux jeux coopératifs qui aident à la compréhension de la solidarité et qui aident à la communication. Voilà, parce que les jeux coopératifs, pourquoi on s'est emparé de cet outil-là ? C'est parce que les jeux coopératifs, c'est autre chose que la compétition entre les gens. C'est soit tout le monde gagne, soit tout le monde perd, mais c'est ensemble. Et donc, du coup, si on perd tous ensemble, il faut se causer, quoi, pour essayer de comprendre. Et donc, on aimerait bien que la société, globalement, elle fonctionne comme ça. C'est-à-dire qu'il y ait d'abord une relation de communication et de solidarité avant une relation de défiance et d'antagonisme. Donc je rappelle que le MAN a été créé en 1974, c'est bien ça ? Eh oui. Et donc vous comptez à peu près 300 adhérents, voire un peu plus. Donc comme vous l'avez rappelé, l'objectif c'est d'approfondir la réflexion non violente par le biais de pétitions, d'actions que vous menez au quotidien. Donc vous voulez donner une voix à la non-violence, approfondir, comme je l'ai dit, la réflexion politique en relation avec la non-violence, agir dans les luttes contre les injustices, appuyer l'action non violente par-delà les frontières. J'ai une question à vous poser, Denis. Quelle est votre définition de la violence ? La violence, pour moi, c'est la destruction, c'est la prédation. L'alternative à la violence, c'est la réflexion sur les pulsions ou les possibilités de destruction des êtres humains. Et donc, réfléchir là-dessus et trouver des autres solutions. Voilà. Pour moi, la violence, c'est ça. C'est-à-dire que du coup, c'est large. C'est-à-dire que c'est autant l'arme nucléaire, par exemple, que des relations qu'on pourrait appeler du harcèlement moral, qui font qu'un salarié va être obligé de démissionner parce que son responsable a lui-même une pression de la part de son supérieur hiérarchique pour le virer, quoi. Et comme il fait bien son boulot, du coup, il le harcèle, quoi. Et là, ça devient une violence, quoi. Donc là, ce sont les violences interpersonnelles. Vous essayez de trouver leurs origines pour mieux lutter contre de façon donc non violente. C'est une façon aussi de confronter le pouvoir à sa propre violence. Tout à fait. La non-violence, depuis le début, vous avez parlé de la création du mouvement pour une alternative en 1974. Elle s'est créée sur deux luttes extrêmement importantes. Une lutte qui s'appelle le Larzac et qui était la lutte des paysans du Larzac pour conserver leurs terres par rapport à l'extension d'un camp militaire. Et ils ont finalement gagné, mais ils ont mis 10 ans. Et puis, une lutte un peu moins connue, c'était les ouvriers de Lippe. Lippe, c'était des fabricants de montres et le patron avait foutu la clé sous la porte et voulait licencier tout le monde et brader tout. Les ouvriers se sont révoltés. Ils ont eux-mêmes géré leur usine d'une manière illégale. Ils ont eux-mêmes vendu les montres et après, une fois que ça a été réglé sur le plan, j'allais dire politique, administratif, judiciaire, ils ont créé une SCOP, une société coopérative ouvrière de production. Donc, ils ont sauvé par la lutte et leur savoir-faire professionnel la boîte qui autrement été coulée par le mépris et l'inconséquence de son patron. Alors, on va parler de violence dans quelques minutes. Juste avant, on va s'autoriser une petite pause musicale avec le morceau de Stromae, Peace or Violence, tout de suite sur RCN 90.7. Le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7, on vient d'écouter le morceau de Stromae, Peace or Violence. On est avec Denis Crolotte qui est responsable au MAN, donc le mouvement pour une alternative non violente. Dans le morceau qu'on vient d'écouter de Stromae, il demande si le V qu'on fait c'est un signe de paix ou est-ce que c'est le V de violence. Denis, j'ai envie de vous demander, est-ce que parfois la paix n'arrive pas après une certaine forme de violence ?
Oh, c'est un vaste débat, ça. Le V, c'est le V de la victoire. Bien sûr, mais c'est bien sûr provocateur, hein, c'est très ironique pour Stromae, pour nous questionner. Mais justement, est-ce que la violence, la définition de la violence ne dépend pas d'un contexte? Je prends l'exemple, je vais vous donner 2 exemples. Premier exemple, une femme battue qui se débat et donc qui, pour se défendre, tape son mari. Est-ce que ce n'est pas là une violence légitime? Deuxième exemple, en Syrie par exemple, où le peuple se fait bombarder, si ce peuple-là se soulève contre ces tyrans, est-ce qu'on peut accuser ce peuple d'être violent, ou est-ce que cette violence-là n'est pas légitime? Ok, alors, d'abord, je pense qu'il faut hiérarchiser les choses. Et un des problèmes que nous avons avec les médias classiques, hein, je parle pas de RCN et d'autres, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation. C'est-à-dire qu'ils parlent de la violence parce que la violence, ça fait de l'audimat, quoi. Parce que ça nous atteint profond au niveau des émotions, et parce que la violence, c'est très proche de la mort. Bah oui, c'est très proche de la mort. Alors, soyons clairs, quand le peuple syrien se révolte contre son dictateur qui s'appelle Bachar el-Assad, qui est, je pense, et je pèse mes mots, l'équivalent d'Hitler au XXIe siècle, je pèse mes mots, hein. Bachar el-Assad, c'est le tyran intelligent, criminel absolu, j'allais dire. On va essayer d'éviter le point Godwin aujourd'hui et d'aller sur des arguments un peu plus basés sur la raison que sur l'émotion. Donc, on va éviter ce genre de comparatif et aller vraiment dans le concret avec des arguments. Donc, quand le peuple se révolte contre Bachar el-Assad, j'ai travaillé la question avec des réfugiés syriens, ils se révoltent d'abord par la non-violence. Ça, c'est intéressant, et le problème, c'est qu'on l'a oublié. Pendant 2 ans, le peuple syrien a utilisé les formes de lutte non violente, l'insurrection non violente, alors qu'il y avait des morts à chaque manifestation, alors que les leaders étaient poursuivis même chez eux et qui changeaient d'endroit pour dormir, abrités dans leurs amis. Et quand je dis que Bachar el-Assad est un criminel expérimenté, c'est qu'il a choisi, parce qu'il a vu qu'il n'arriverait pas à vaincre son peuple qui utilisait la non-violence, donc il a choisi que la rébellion démocratique s'oriente vers la violence. Il a même libéré, ce qu'on ne sait pas, des gens de Daesh qu'il avait en prison pour infiltrer les révolutionnaires et faire en sorte qu'il y ait une forme de guerre civile à l'intérieur des révolutionnaires. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est évident que ça allait partir sur une violence absolument terrible dont le peuple syrien n'est pas encore sorti, puisque ça fait 10 ans de guerre. Mais le responsable, celui qui est, j'allais dire, à l'initiative de la violence au niveau du peuple syrien, c'est Bachar el-Assad. Il faut jamais l'oublier. Mais justement, ma question était la suivante. Est-ce que on peut reprocher la violence à ce peuple qui mène une insurrection et qui se défend? Non. On ne peut pas le reprocher, même si, et j'en ai encore une fois, c'est pas ma position personnelle, mais discuter avec cet ami réfugié syrien avec qui on a fait des expositions sur la prévention de la radicalisation violente, justement. Il me disait, au moment où les révolutionnaires ont pris des armes, je savais que c'était foutu. Parce que la violence, c'est le terrain de Bachar el-Assad, c'est le terrain sur lequel les militaires sont les plus forts. Et ils ont été forcément les plus forts. C'est là où ils ont utilisé des bombes, des mirages, chaque fois qu'ils voyaient des avions qui bombardaient les quartiers qui étaient libérés de Bachar el-Assad, les gens disaient voilà nos impôts qui nous bombardent, quoi. C'est-à-dire que il faut analyser la violence. L'État, et surtout un État dictatorial, est forcément le plus fort au niveau de la violence. Les idéaux se combattent par des idéaux. Oui, et par des mobilisations populaires, et par la capacité de réveiller son agressivité pour l'utiliser dans la mobilisation, et avec des outils autour de la non-violence. On a un peuple, le peuple de Birmanie en ce moment, qui nous donne des leçons de non-violence. Je suis avec extrêmement... les Rohingyas. Oh oui, non, pas avec les Rohingyas. Non, justement, il y a le combat pour défendre les Rohingyas. Et puis le combat pour défendre la démocratie. Aussi, bien sûr. Là, il y a eu un coup d'État récemment en Birmanie, et il y a une révolte populaire extrêmement forte et très imaginative qui garde la non-violence alors que l'armée tire dans le tas. Il y a déjà plusieurs centaines de morts et plusieurs milliers d'arrestations. Mais le peuple reste non-violent
parce que l'objectif, c'est de rétablir la démocratie. Voilà. Pour revenir un peu en France, dans l'actualité, on a beaucoup entendu parler depuis l'été 2020, notamment de la part du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, d'ensauvagement. Est-ce que finalement, ces éléments de langage politique ne s'inscrivent pas dans un agenda d'une extrême droite? Donc on a vu les chiffres sur la montée de la violence qui ne sont pas si significatifs et qui ne vont pas dans le sens des politiques menées par l'État. Est-ce que vous, Oman, vous avez réfléchi à ces problématiques-là? Oui, et j'allais dire, il y a tout l'aspect manipulatoire. Quand un gouvernement n'a rien à dire sur une crise, il sort le drapeau de l'insécurité. Quand la droite n'a pas de programme, elle sort l'insécurité. Et l'extrême droite, qui joue sur les peurs, sort l'insécurité. Pendant 40 ans, j'ai été éducateur au ministère de la Justice. Donc je connais parfaitement les statistiques. J'ai été éducateur et formateur. Et donc je connais parfaitement les statistiques sur la délinquance et sur la violence. Il y a une baisse constante du nombre d'actes de délinquance et de violence. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut pas les combattre, en particulier les violences conjugales et toutes les violences liées au trafic de drogue, par exemple. Si vous avez travaillé pendant 40 ans dans ce ministère, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui on recense presque 800 morts, donc 746 morts pour être exact, suite à des interventions policières aujourd'hui en France, donc depuis 1977 jusque 2000. Par rapport à ça, est-ce qu'on peut parler de violence policière? Oui. Le mouvement pour une alternative non violente a fait des communiqués de presse, a demandé des mobilisations et a participé à des mobilisations contre les violences policières, oui. Par contre, c'est ça qui est intéressant dans la non-violence, c'est qu'il faut aussi écouter le point de vue des policiers. Et il se trouve que, d'une manière militante, moi je dénonce les violences policières et d'une manière professionnelle, j'ai travaillé aussi avec des policiers. Et les policiers sont souvent désarmés, pas par rapport à une violence directe, j'allais dire, des gens qui veulent s'en prendre à eux, etc. Ça, ils ont un peu l'habitude. Mais par rapport à justement les fameuses violences économiques, les violences sociales, les violences du chômage. Et donc, ils savent que ils ne peuvent pas régler ces problèmes-là, mais par contre, eux, ils se les prennent en pleine tête. Donc il y a un vrai souci et je voudrais dire que c'est pas dans vos chiffres, mais il y a un certain nombre de policiers qui se suicident. C'est-à-dire que parce qu'ils ont des armes de service chez eux, donc quand ils ont un coup de déprime, voilà, c'est pas comme vous et moi. Eux, ils ont une arme et des fois ils se la retournent contre eux. Et que il y a un vrai malaise au niveau de la police, mais par rapport à l'utilisation qu'on en fait. Et donc, nous, au niveau du mouvement pour une alternative non violente, on a travaillé et on est encore en train de travailler sur une police qui est gardienne de la paix et pas une police qui est force de l'ordre. Et ça tombe bien, vous faites une parfaite transition avec le morceau qu'on va écouter tout de suite. C'est un morceau d'Alpha Blondy qui s'imagine en manifestation en train de dire pardon aux policiers qui le tapent. Et en langue dioula, une langue de Côte d'Ivoire, ça donne Brigadier Sabari, tout de suite sur RCN 90.7. Jusqu'à 12h30, le micro déconfiné avec Lionel sur RCN. Et on est sur RCN 90.7 et en direct aussi sur YouTube et Facebook. On vient d'écouter le morceau d'Alpha Blondy, Brigadier Sabari. On est avec Denis Crolotte, notre invité du jour, qui est responsable Oman, le mouvement pour une alternative non violente. Denis, vous organisez dans ces prochains jours un forum d'été à Roville-aux-Chênes, dans les Vosges. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cet événement ? D'abord, le thème, c'est face aux urgences écologiques, agir pour la justice sociale. C'est-à-dire pour nous, il n'y a pas de mobilisation sur les questions écologiques sans penser la justice sociale. Autrement, on rentre dans les pièges du capitalisme vert ou de fausses solutions qui sont hélas... Le greenwashing. Ouais, c'est ça. La peinture verte, pour parler en français. Ou parfois on parle même de gauche piste cyclable. Oui, tiens, celle-là je la connaissais pas. Mais elle est pas mal. Surtout pour vos auditeurs qui se situent des fois à gauche, c'est pas mal de parler de gauche de piste cyclable. C'est-à-dire que, ouais, on règle rien sauf les pistes cyclables, quoi. Donc les mutations qui nous attendent sont vraiment importantes et on s'est dit, il faut qu'on arrive à réfléchir là-dessus. Alors, un forum d'été, c'est un moment fort.
qui est absolument pas réservé aux adhérents du MAN ou même aux sympathisants. C'est ouvert à tout le monde. C'est pour ça qu'on en parle. Eh ben, on s'y inscrit en envoyant un mail au MAN sur man.nancy@nonviolence.fr. On téléphone. On peut téléphoner au 07 69 34 85 86. Et puis en général, les gens nous connaissent un peu parce que ça fait un moment qu'on est sur Nancy, mais un peu moins sur d'autres villes, Lunéville, Toul, tout ça. On est un peu moins connus. Donc on essaye de dire venez à ce forum parce que plus on sera nombreux à réfléchir, plus on sera nombreux à se former sur cette articulation quand même compliquée entre l'urgence écologique qui nous pousse à agir et puis l'exigence de justice sociale, plus on sera nombreux à réfléchir, à articuler ça, mieux ça vaudra. Il y a une espèce de convergence des luttes là. Oui, c'est clair. J'ai été avec d'autres. J'étais un des principaux organisateurs des marches pour le climat sur Nancy, en particulier en décembre 2018. Avec Florent Compin, on a été en garde à vue parce que la marche avait été interdite par le préfet parce qu'il y avait des gilets jaunes et que le préfet voulait interdire la marche pour le climat sous prétexte qu'il y aurait des bagarres entre gilets jaunes et écologistes parce qu'on n'était pas d'accord avec nous. Et nous, on a dit au préfet, vous savez, les écologistes, ils sont pour la justice sociale, donc ça veut dire qu'ils sont d'accord avec beaucoup de revendications des Gilets jaunes et qu'il y a des groupes de travail entre les Gilets jaunes et les chasubles vertes, ceux qui organisaient la marche pour le climat. Il y avait des vrais groupes de travail. On avait commencé à se rencontrer pour élaborer des propositions communes. Et ce forum, il est directement issu de cette sensibilité-là. C'est-à-dire, il n'y aura pas de modification de nos modes de vie par rapport à l'exigence écologique sans penser la justice sociale. Alors je rappelle que dans ce forum qui aura lieu du 11 au 16 juillet 2021, donc à Roville, aux Chênes, dans les Vosges, il y aura des soirées festives, des ateliers coopératifs, des balades. Donc toutes les informations sont sur www.nonviolence.fr. Et pour terminer cette émission, il nous reste 30 secondes. Un petit mot sur l'EGM des papiers pour tous et toutes. Oui, c'est le 19 juin, c'est samedi. Donc on vous place Simone Veil. Ouais, on vous attend place Simone Veil. C'est la place de la gare qui s'appelle plus la place Thiers, et ça c'est bien. Et donc il faut manifester notre solidarité avec les sans-papiers et ceux qui luttent pour une solidarité réelle. Donc voilà, on vous attend, place Simone Veil, le 19 juin à partir de 17h. Très bien, merci beaucoup Denis. En tout cas, le rendez-vous est pris. Quant à nous, chers auditeurs, on se retrouve demain midi. Et puis n'hésitez pas à venir au Forum du MAN. RCN, www.rcn-radio.org